Bonjour, je suis Patrick 2-0. Thomas demeure dans l'illégalité. Plus d'empreintes de Thomas sur Terre, plus de problème. Thomas, je vais t'aider à te métamorphoser. Je veux pas me métamorphoser. C'est le seul moyen que tu restes parmi nous. Il faut que tu changes de forme. Ok, je vais essayer. C'est parti. C'est normal que ça fasse ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est la métamorphose de Thomas. Waouh! Les gars, venez voir. Je crois que c'est bon maintenant. Thomas? Oui, c'est moi, Thomas. J'ai vécu une expérience transcendante et je suis maintenant changé. Je crois que ça a pas marché, les gars. Si, ça a marché. Désolé Thomas, mais ta morphologie n'a pas assez changé. Tu es toujours détectable. Je crois que tu n'as plus le choix. Je dois finaliser notre départ. Je te laisse dire au revoir à tes petits copains. Il va où, Patrick? Mais de toute façon, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est un aspirateur. Il va te téléporter sur ta planète quand même. Non, il peut pas. Sauf s'il pouvait créer des trous de verre portatifs. Mais c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Il faudrait au moins l'énergie d'une supernova pour un truc aussi grand. J'ai pas compris. Vous savez, un trou de verre, un tunnel entre deux régions d'espace-temps pour les connecter à distance? Non? Pour comprendre ce que c'est un trou de verre, il faut remonter un peu dans le temps. Shaika, Alessandro et Jessica, Tiffany, Samboy et Thomas aussi. C'est le Vortex, c'est le Vortex, réunis pour préparer notre rencontre avec de nouvelles formes de vie extraterrestres. C'est le Vortex. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Depuis Galilée, on pensait que les vitesses étaient relatives. Si deux trains démarrent simultanément, chaque train semble immobile l'un par rapport à l'autre. La vitesse est relative à l'observateur. Mais dans les années 1880, les expériences vont montrer qu'il existe une vitesse qui n'est pas relative. 299 792 458 mètres par seconde. La vitesse de la lumière dans le vide. Autrement dit, contrairement à un train, vous auriez beau foncer derrière un rayon lumineux, il s'échapperait quand même à cette même vitesse. Une limite inatteignable et infranchissable. En juin 1905, Einstein publie La relativité restreinte, un modèle mathématique qui modifie les lois de Galilée pour tenir compte de ce phénomène. Il révolutionne alors notre compréhension de l'espace et du temps, qui deviennent unifiés dans un même concept, l'espace-temps. L'espace-temps est comme une trame dans laquelle tout le monde se déplace. Nous avançons tous du passé vers le futur. Et deux personnes suivant des trajets différents vont pouvoir mesurer des durées et des distances différentes. Un concept qui stimulera la science-fiction de La planète des singes à Interstellar. Voilà pour la relativité restreinte. 10 ans plus tard, en 1915, Einstein publie la relativité générale. Il s'agit d'une nouvelle version qui prend désormais en compte la gravitation, le fait que les corps s'attirent. La gravitation est essentielle. Elle explique la chute d'une pomme, l'orbite de la Lune ou encore le mouvement des planètes. Newton l'imaginait comme une force, agissant instantanément à distance. Mais ceci enfreint la relativité. Elle ne peut pas agir instantanément à distance, ce serait plus rapide que la lumière. Pour régler ce problème, Einstein va renverser notre vision du monde. Pour lui, la gravité n'est pas une force, mais une courbure dans le tissu de l'espace-temps. Les astres déforment l'espace-temps, si bien que les autres corps, glissant sur cette géométrie, suivent la trajectoire courbée. Les objets avancent tout droit, mais dans une géométrie courbée, ce qui donne l'impression qu'il existe une force. Comme un tissu, la toile de l'univers est malléable. Ce modèle mathématique est très complexe à résoudre. Dans ses premiers calculs, Einstein n'utilise que des approximations, qui permettent tout de même de démontrer la supériorité de sa théorie par rapport à la précédente. Mais à la veille de Noël 1915, le physicien allemand Karl Schwarzschild va offrir à Einstein un cadeau inestimable. La toute première solution exacte aux équations de la relativité générale. Schwarzschild, qui déjà en 1900 pressentait que l'espace pourrait être courbe, publie cette découverte depuis le front russe, en pleine Première Guerre mondiale, où il sert dans l'armée allemande. Il décédera tragiquement quelques mois plus tard, mais laisse derrière lui deux articles fondateurs. Dans son premier article, Schwarzschild calcule la forme de l'espace-temps à l'extérieur d'une boule statique, un peu comme la Terre ou le Soleil. Sa solution permet de calculer la chute des corps sur Terre, l'orbite des planètes autour du Soleil, ou encore la dilatation du temps en altitude. Un effet aujourd'hui extrêmement bien vérifié. Dans son second article, Schwarzschild calcule la géométrie à l'intérieur d'une boule de matière, comme une étoile. Un premier pas pour appliquer la relativité à l'astrophysique.
j'arrive pas à m'imaginer. J'ai besoin d'images. Par exemple, concrètement, comment visualiser l'espace-temps autour du Soleil? Pour visualiser une surface courbe, on peut effectuer un plongement. C'est le fait d'immerger la surface dans un espace de plus grande dimension pour en observer la courbure. Une sphère, par exemple, dont la surface est à 2 dimensions, peut être visualisée dans un espace à 3 dimensions. Mais pour représenter l'espace-temps, qui possède 3 dimensions d'espace et une de temps, il faudrait au minimum le plonger dans une 5e dimension, ce qui n'est pas visualisable tel quel. Toutefois, quelques mois après Schwarzschild, Ludwig Flamm va trouver une astuce. Flamm cherche à visualiser l'espace-temps de Schwarzschild autour d'une étoile. Pour simplifier, il ne garde que 2 des 4 dimensions. Il élimine d'abord une dimension d'espace, qui est superflue si on se place dans un plan, puis il retire la dimension du temps, en figeant l'univers à un instant précis. Il ne conserve ainsi qu'une tranche d'espace à 2 dimensions qu'il va pouvoir plonger dans un espace à 3 dimensions pour en visualiser la courbure. Voilà ce qu'il obtient. L'espace extérieur à l'étoile prend la forme d'un entonnoir, un paraboloïde. Et l'espace interne à l'étoile prend la forme d'une demi-sphère qui bouche l'entonnoir. On le voit un peu mieux sur ce dessin. La courbure de l'espace s'intensifie à mesure qu'on s'approche de l'astre central, puis elle s'adoucit à l'intérieur de l'étoile. Et du coup, l'espace-temps, ça serait comme un tissu dans lequel l'étoile s'enfonce. Il faut bien garder à l'esprit qu'on a retiré 2 dimensions. En réalité, cette courbure est présente dans toutes les directions de l'espace. On peut plutôt le visualiser comme ça. L'étoile au centre déforme l'espace-temps dans sa direction. Pour l'instant, c'est le genre de géométrie qu'on aurait pu imaginer. Mais Flamm va émettre une remarque pertinente. L'entonnoir n'est obstrué que parce que l'étoile est suffisamment grande pour en combler l'ouverture. Si la masse de l'étoile était contenue dans seulement quelques kilomètres, l'entonnoir resterait le même, mais le passage serait alors ouvert et la géométrie de l'espace se déploierait jusqu'à former un paraboloïde complet. Un double entonnoir s'enfonçant puis se rouvrant pour déboucher sur une seconde région d'espace infini. 19 ans plus tard, Einstein et Rosen redécouvriront cette géométrie qu'ils décriront comme un pont entre 2 régions d'univers parallèles. En 1957, John Wheeler baptisera enfin cette structure un trou de verre. Trou de verre comme un verre à boire? Non, un verre comme un ver de terre. C'est une analogie avec un verre dans une pomme, référence à la pomme de Newton qui symbolise la gravité. Le verre peut grignoter la pomme pour relier plus rapidement 2 points à sa surface. Alors techniquement, une pomme comme ça, c'est pas un ver qui va la grignoter. Bah oui, les vers, c'est des décomposeurs. Ça mange de la matière organique en décomposition. Par exemple, une vieille pomme tombée au sol. Mais ça mange pas les pommes encore fraîches, et encore moins dans l'arbre. Par contre, il y a bien des petites bêtes qui font des trous dans les pommes encore vivantes, mais c'est pas des vers, c'est des insectes. Très souvent, des larves de papillons comme Cydia pomonella, le Carpocaps. Et les vers de terre, c'est pas des insectes? Ah bah non, rien à voir, c'est même pas le même embranchement. Déjà, les insectes, c'est à 6 pattes, et les vers, techniquement, si tout va bien, il y en a 0. Ensuite, ça fait partie des arthropodes, donc ils ont une cuticule. À ce stade, on peut se dire qu'il existe peut-être des trous de verre dans l'univers, des tunnels dans l'espace-temps qui permettraient de relier 2 régions d'univers parallèles. Il pourrait s'agir de 2 univers différents, s'étendant chacun de façon infinie. Ou alors de 2 régions d'un même univers, connectés par ce tunnel, un peu comme le trou dans la pomme. Notez d'ailleurs que lorsqu'on franchit un trou de verre, on se déplace à sa surface et non à l'intérieur du tube. C'est la surface, ici représentée en 2 dimensions, qui joue le rôle de l'espace dans lequel on peut se déplacer. Toutefois, cette image est en réalité trompeuse, car pour visualiser l'espace-temps, Flamm avait supprimé 2 dimensions, et en particulier la dimension du temps. Ce qu'on visualise ici n'est qu'une tranche de l'espace à un instant figé. Or, le temps est précisément la dimension la plus importante. Lorsqu'une pomme tombe sur Terre, ce n'est pas à cause de la courbure de l'espace, mais à cause de la courbure du temps. Lorsqu'elle est immobile sur un arbre, la pomme avance constamment dans le temps. Son horloge tourne et elle progresse du passé vers le futur. Toutefois, la Terre courbe cette dimension et incline le futur vers le bas. En avançant dans le temps, la pomme se met à dévier dans l'espace et elle tombe. En somme, si on néglige la dimension du temps, on passe à côté du phénomène le plus important, la gravité. Si on reprend le paraboloïde de Flamm, mais en tenant compte cette fois-ci de l'écoulement du temps, on réalise que la géométrie évolue et que très vite, plus vite que la lumière, le passage se referme. À cause de sa propre gravité, l'entonnoir s'effondre et la région centrale se contracte de sorte qu'une fois dedans, un astronaute resterait capturé, incapable d'en ressortir. Il faudrait se déplacer plus vite que la lumière. De part et d'autre, les 2 tranches d'univers se séparent et nous sommes destinés à tomber vers un point final où la surface s'infléchit, une singularité gravitationnelle. Le trou de verre s'est effondré et est devenu un trou noir. En fait, le pont d'Einstein-Rosen n'existe qu'à un unique instant. Et pour le traverser, il faudrait figer le temps, ce qui est impossible. Mais du coup, les 2 univers sont pas connectés là? Parce que là, on voit un pont, mais le passage, il n'existe pas vraiment? Ça dépend.
Effectivement, il est impossible de traverser ce trou de verre puisqu'il se referme trop vite. Par contre, il serait peut-être possible de rencontrer des objets provenant de l'autre côté du tunnel, à condition que l'on y plonge nous aussi. Comme nous, ces objets sont tombés dans l'entonnoir. Et même s'ils ne pourront jamais en ressortir, nous pourrions les rencontrer dans la gorge du trou de verre, avant d'être écrasés par son effondrement. On pourrait même, en théorie, observer l'univers parallèle avec la lumière qu'on en reçoit. Mais bon, ça nécessiterait de se sacrifier en sautant dans le trou noir. Voilà une simulation de ce qu'on pourrait observer. Malheureusement pour les auteurs de science-fiction, cette image est elle aussi irréaliste. Car même si l'on sait que les trous noirs existent dans la nature, ils se forment généralement après l'effondrement d'une étoile. Avant son effondrement, l'étoile obstrue l'entonnoir, dont il n'existe qu'une moitié. Quand l'étoile s'effondre, cette moitié d'entonnoir se contracte, mais elle ne forme jamais un trou de verre connecté à une autre région. Le pont d'Einstein-Rosen n'est qu'une solution mathématique idéalisée, décrivant un trou noir éternel sans prendre en compte sa formation, ce qui n'est pas réaliste. D'autres types de trous noirs proposent des géométries d'espace-temps plus étonnantes, avec une infinité d'univers parallèles qui se succéderaient. Reissner-Nordström avec une charge électrique, ou Kerr-Newman avec une rotation. Mais là encore, il s'agit d'idéalisations mathématiques qui ne sont pas réalisées dans la nature, car elles seraient extrêmement instables et détruites au passage d'une seule particule. Dans tous les cas, on ne pourrait jamais les franchir dans les deux sens, à cause de l'horizon du trou noir qui nous empêche d'en ressortir. Dans les années 1970, les physiciens se sont alors mis à la recherche de trous de verre traversables, des géométries qui ne se referment pas sur elles-mêmes et qui permettraient de réellement voyager entre deux régions parallèles. En théorie, un tel trou de verre n'est pas très complexe à construire. Il suffirait d'un tube que l'on fige, empêchant qu'il ne s'effondre. En jouant sur la géométrie du tube, on peut modifier les propriétés du trou de verre. Dans un article de 1987, Kip Thorne, Michael Morris et Ulvi Yurtsever se questionnent sur les propriétés d'un bon trou de verre, qu'un vaisseau pourrait traverser sans encombre. Un bon trou de verre doit être suffisamment large, ne pas générer de forte gravité ou d'horizon, et être traversable en un temps raisonnable. 27 ans plus tard, Kip Thorne sera d'ailleurs à l'origine du scénario d'Interstellar, dans lequel on peut admirer une simulation de trou de verre. Voilà le genre d'image qu'on peut obtenir. La lumière traverse le trou de verre et nous apporte une vision déformée de ce qui se trouve de l'autre côté. C'est bien beau tout ça, mais on fait comment si on veut créer un trou de verre maintenant? Alors, déjà, pour créer un trou de verre, il faudrait modifier la topologie de l'univers. La topologie, c'est grossièrement le nombre de trous que possède un objet. Cette tasse de café, par exemple, a la même topologie que ce donut. Ils n'ont pas la même forme, mais tous les deux ont un trou, l'anse de la tasse et le trou du donut. Créer un trou de verre signifie faire un trou dans l'univers, et ça, on ne sait pas comment faire. La relativité générale n'interdit pas des topologies différentes, et on peut fantasmer en imaginant toute une variété de trous de verre. En 1989, Matt Visser propose par exemple des trous de verre cubiques et polyhédros aux propriétés intéressantes. Mais la théorie d'Einstein repose sur une équation fondamentale, l'équation d'Einstein. Elle relie la courbure de l'univers, sa géométrie, au contenu de l'univers, la matière et l'énergie. Si l'on veut sculpter l'espace-temps, cette équation nous dit comment s'y prendre. Elle nous dit comment courber l'univers en plaçant telle quantité de matière à tel endroit. Pour la géométrie de Schwarzschild, il suffisait d'une boule de matière suffisamment petite. Mais pour créer un trou de verre traversable, l'équation est univoque. Il faudrait forcément de la masse négative, de la matière exotique. La matière ordinaire est attractive. Or, il faudrait de la matière répulsive pour stabiliser la gorge du trou de verre et éviter qu'il ne s'effondre. Ce trou de verre d'1 centimètre de large, par exemple, nécessiterait 2 fois plus de matière exotique que toute la masse de la Terre. On peut réduire cette quantité en ajustant la géométrie du trou de verre, mais dans tous les cas, rien ne laisse penser qu'une telle matière puisse exister. Tous les corps que nous connaissons sont faits de masse positive, et les mathématiques rendent l'existence de masse négative hautement improbable, car elle violerait de nombreuses idées sur lesquelles reposent nos connaissances. En somme, tout cela n'est probablement que de la science-fiction. Nous n'aurons peut-être jamais l'occasion d'explorer l'univers lointain. Toutefois, il serait faux d'affirmer que les trous de verre sont impossibles. À l'heure actuelle, l'affirmation la plus juste est qu'on ne sait pas encore. On sait par exemple que de l'énergie négative peut exister localement, bien qu'en très faible quantité, dans le monde de l'infiniment petit, en physique quantique. John Wheeler, l'inventeur du mot trou de verre, avait imaginé que l'espace-temps pourrait être quantique à toute petite échelle et que sa géométrie, agitée de fluctuations, pourrait faire apparaître constamment une multitude de minuscules trous de verre. Enfin, certains chercheurs pensent que les trous de verre pourraient avoir un lien avec l'intrication quantique, une forme de corrélation qui peut relier deux particules à distance. Lorsqu'on mesure une des deux particules, l'autre est conditionnée par cette mesure, comme si elles étaient connectées.
D'ailleurs, l'intrication avait été étudiée pour la première fois en 1935 par Einstein, Podolsky et Rosen, un mois seulement avant que ces mêmes Einstein et Rosen ne mentionnent pour la première fois l'idée d'un trou de verre. En 2013, Leonard Susskind et Juan Maldacena conjecturent que les particules intriquées seraient en fait reliées par des trous de verre. Les étudier pourrait bel et bien s'avérer crucial dans la quête plus générale d'unifier la gravité et le monde quantique. Très bonne leçon, Alessandro. Dommage que l'état de votre science soit aussi primitif. Nous avons résolu ces problèmes il y a bien longtemps. Il faudrait te mettre à jour. Attends, qu'est-ce que t'es en train de dire? Le plieur spatio-temporel fait partie de l'équipement de base de tous les modèles de mon type. Malgré le corps dans lequel vous m'avez mis, j'étais en mesure de le construire à partir de pièces environnantes. Comme ça. Un siècle de recherche pour nous et toi tu l'as fait comme ça. Vous refusez toujours de vous rendre à l'évidence. Vos cerveaux humains du 21e siècle ne sont pas prêts pour le contact avec notre civilisation. Heureusement pour vous, Thomas et moi serons bientôt partis et les effaceurs de mémoire s'occuperont de vous. C'est donc la fin. Attends. Patrick, et si on partait avec lui? Ma mission concerne uniquement Monsieur Thomas Gauthier. Réfléchis un peu. Si on accompagne Thomas, pas besoin d'effaceur de mémoire. Problème résolu. En effet. Elle est là, notre troisième voie. Notre deuxième, troisième voie. Quatrième voie, on accompagne Thomas. On le soutient. Franchement, ça vous tente pas? Un voyage vers l'inconnu? C'est vrai qu'on sait pas trop ce qui va lui arriver. Il aura peut-être besoin d'aide. Imaginez un peu tous les secrets de l'univers qu'on va découvrir. Et toute leur technologie. C'est vrai que je suis curieux de voir s'ils ont des études décoloniales. Attendez, je peux pas vous demander ça, c'est trop. Votre choix est des plus curieux. Vous n'avez aucune compréhension de la planète où vous vous rendez et vous ne serez pas en mesure de revenir. T'as encore beaucoup de choses à apprendre de l'esprit humain. L'ouverture vers les autres et l'ouverture vers l'inconnu. Deux faces d'une même pièce. Merci pour ce discours que j'imagine très touchant. Cela ne change absolument rien à ma mission. Après vous. Pour comprendre ce que c'est un trou de verre, il faut remonter un peu dans le temps. T'as vraiment regardé mon âme. Il m'a lâché un sourire. La topologie, c'est grossièrement le nombre de trous. D'unifier la gravité avec le monde quantique. Extrêmement mou ce club. En fait, ils sont là.